Tout à coup, il a accéléré juste au-dessus de moi. Il a atteint une vitesse extraordinaire. Sa première réaction a été de se retourner vers moi en me demandant qu'est-ce que c'était. Je lui ai répondu, je crois qu'on vient de voir une soucoupe volante. En fait, vous êtes plongé dans un autre monde. Vous savez qu'il existe un autre univers et qu'il y a une vie ailleurs, mais de retour chez vous, vous devez faire comme si tout cela n'existait pas. Je voulais que les gens connaissent la vérité. Bonjour à tous. Ils sont parmi nous. Ils sont là. Il y a quelques temps, je vous avais déjà fait une vidéo sur la zone 51. Vous l'aviez pas trop kiffé, voilà, c'était... 2 millions de vues, putain! Alors c'est un petit peu d'actualité en ce moment, je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, il y a un mec qui a lancé une idée sur internet, et le but est simple, réunir des centaines de milliers de personnes pour envahir la zone 51, histoire de se faire tirer dessus, voilà, brillante idée, génial. Mais nous aujourd'hui on va se concentrer sur un truc beaucoup plus intéressant, qu'est-ce qui se trouve vraiment dans cette base 51? Quelles expériences ont été faites, et est-ce qu'on est vraiment entouré de petits hommes verts? Est-ce que vous êtes prêtes? Let's go! Alors déjà la zone 51, c'est quoi? C'est une zone qui se trouve à une centaine de kilomètres de Las Vegas, en plein milieu du désert. C'est une des zones les mieux gardées au monde. On l'appelle zone 51, zone extraterrestre ou encore Groom Lake. Alors là vous allez me dire, oui mais c'est complètement con d'avoir créé une zone secrète à 100 km de Las Vegas. Las Vegas c'est pas vraiment Melon-sur-Bousin avec ses 500 habitants, c'est une ville énorme. Sauf que cette zone 51 elle a été créée en 1954. Et en 1954, Las Vegas c'était tout petit. À la base elle devait servir de base militaire de référence pour tester des avions espions et notamment le U-2 ainsi que le SR-71. U-2 qui d'ailleurs avait été créé par une société qui travaillait avec la CIA. Alors comme on le disait précédemment, la sécurité autour de la zone est énorme. On y trouve des détecteurs de présence, des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ammoniac. En fait ils servent à différencier un animal d'un homme. Et oui, parce que la transpiration humaine contient des traces d'ammoniac. Ils sont pas cons les mecs. Il y a également des caméras, des voitures qui patrouillent et même des micros dans les buissons. Ah, si tu veux faire un petit caca, c'est pas trop l'endroit où s'arrêter quoi. Mais c'est pas tout, si vous venez à travailler là-bas, faut savoir que vous allez renoncer à vos droits constitutionnels. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous veniez à divulguer les informations de votre travail dans la zone 51, vous risquez 20 ans de prison. Voilà. C'est pas... Voilà, 20 ans de prison, direct. Et ça sans jugement, sans passer par un tribunal, sans passer par la case départ, sans appel. C'est assez dissuasif je trouve. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a travaillé là-bas. Il a décidé de briser le silence, de risquer sa vie, de nous expliquer ce qu'il a vu, et surtout pourquoi il veut absolument en parler au public. Cet homme, c'est Robert Lazar, physicien nucléaire, expert en système de propulsion. Il prétend avoir travaillé dans des zones ultra secrètes de la zone 51, où il aurait travaillé principalement sur les soucoupes volantes. À la fin des années 80, le gouvernement l'engagea pour travailler sur des engins extraterrestres. Leur but est simple, ils veulent alors reproduire le système de propulsion du vaisseau afin de le refaire fonctionner. Lazar est alors envoyé au S4, un laboratoire de recherche top secret. C'est en 1989 qu'il raconte pour la première fois son histoire sur ce fameux secteur 4 au journaliste George Knapp et les possibles ovnis qu'il y aurait trouvés. Dans cette interview, il parlera donc de son travail, notamment sur les soucoupes volantes extraterrestres. Alors Bob Lazar prétendra pendant plusieurs années que le gouvernement s'acharnera à le faire taire, recevant des menaces de mort, des descentes chez lui ou dans son entreprise, précisera même que le gouvernement aurait été jusqu'à menacer sa femme de mort. Ils ont menacé ma femme. Ils ont menacé de la tuer. Ils disaient que rien ne les arrêterait, ils étaient complètement fous et totalement incontrôlables. Pourtant, pendant très longtemps, beaucoup de gens diront qu'il était fou, voire complètement illuminé. Le truc qui colle pas vraiment avec cette théorie, c'est que Bob, c'est pas un fan d'extraterrestres ou de soucoupes volantes. C'est pas un believer, quoi. Il veut pas absolument croire qu'il y a une vie extraterrestre. À vrai dire, il s'en fout même totalement. J'ai toujours pensé que les soucoupes volantes étaient le produit d'une imagination fertile. Je n'y croyais pas, ça ne m'intéressait pas. D'ailleurs, ça ne m'intéresse toujours pas. Mais maintenant, j'y crois fermement. Les histoires de Bob sont vraiment très intéressantes, on y apprendra notamment que dans les années 80, il existait déjà un système d'identification biométrique et ce système servait à identifier les employés grâce à leurs os. Là, c'est next level quoi. Alors ce qui est incroyable et au final pas vraiment surprenant, c'est qu'on va apprendre durant cette vidéo que la zone 51, cette fameuse zone, elle contient en final pas grand chose. La majorité des centres et laboratoires secrets sont en fait situés ailleurs, notamment le laboratoire S4, celui où travaillait Robert Lazar. Il n'y a absolument aucun engin extraterrestre, aucune technologie extraterrestre, rien de tout cela dans la zone 51. C'est pourquoi S4 fut construit à part pour bien marquer la séparation. Les gens de la zone 51 n'y ont pas accès. Alors je suis sûr que la question que vous vous posez à ce moment-là c'est, est-ce qu'il existe vraiment des soucoupes volantes? Est-ce qu'il a vraiment travaillé dessus?
Tout le monde se pose un peu cette question parce que ces 10, 15, même 30 dernières années, on a vu énormément de témoignages, que ce soit les témoignages audio, vidéo, et on s'est tous posé la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et très souvent il s'avérait que c'était juste du montage. Mais attendez d'écouter le témoignage de Robert Lazar. L'établissement S4 est une zone juste au large de Papoose Lake Bed, qui est le lit d'un lac asséché. Et il se compose de 9 hangars. Ces hangars possèdent des portes inclinées, recouvertes d'une peinture rugueuse couleur sable. À l'époque où je travaillais là-bas, il y avait à l'aéroport international McCarran de Las Vegas un bâtiment réservé aux projets spéciaux de la société EG&G. Lorsqu'on me disait d'aller travailler, je conduisais jusque là-bas, j'y garais ma voiture, prenais un avion à l'aéroport, volais jusqu'à Groom Lake, puis débarquais et attendais un bus. Et le bus m'amenait directement à S4. Le premier disque que je vis, je crois que c'était la seconde fois que je me rendais là-bas, ou plutôt la troisième. Lorsque je l'ai vu, ça m'a frappé et je me suis dit que ça expliquait toutes les apparitions d'OVNI. Je n'avais pas l'idée qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre, mais qu'il devait s'agir d'une sorte de forme avancée de chasseur sur lequel nous travaillions depuis des années. Et les gens avaient dû l'apercevoir durant les périodes d'essai, et ainsi de suite dans le même registre. Je trouve ça énorme parce que jusqu'à présent, quand on avait un témoignage ou une vidéo de ce genre d'engin, on se disait toujours oui bon c'est du fake, ça a été modifié, c'était trafiqué, etc. Sauf que là on parle pas de Jean-Kévin, le mec qui s'amuse à filmer avec son iPhone. On parle d'un scientifique surdiplômé. Ce mec a carrément tué sa carrière pour dévoiler ses informations. Alors initialement j'avais commencé la vidéo avec une biographie de Robert Lazar pour vous démontrer et vous expliquer par A plus B pourquoi est-ce qu'il avait la légitimité de pouvoir prétendre avoir travaillé sur des soucoupes volantes. Je vous avais apporté des preuves, je vous avais apporté le pourquoi du comment le gouvernement avait essayé de le faire taire, mais le problème c'est que comme cette vidéo traitait plutôt du paranormal, j'ai préféré d'abord vous présenter tout ce qui tourne autour des soucoupes volantes et de la zone 51, pour ensuite finir par vous expliquer pourquoi le témoignage de Robert Lazar est tout à fait plausible et tient la route. J'ai trouvé ça plus logique et j'espère que ça vous conviendra. On va donc pour l'instant parler un peu des soucoupes volantes, des travaux sur lesquels Robert Lazar a travaillé, on va voir des vidéos, des images assez incroyables, et en seconde partie, je vous expliquerai pourquoi Robert Lazar n'est pas un imposteur et quelles preuves j'ai trouvées pour justifier ça. Des engins extraterrestres comme celui que Bob Lazar étudia ont déjà été observés un peu partout dans le monde, mais avant que Lazar n'entre dans le disque, il pensait qu'il s'agissait d'une élaboration humaine. Je crois que j'ai dû comprendre lorsque je suis entré dedans, que j'ai regardé autour de moi, et que j'ai commencé à saisir comment fonctionnait l'engin. Et que pour finir, j'ai eu une idée d'ensemble du projet. J'ai compris aussi ce que nous faisions. Nous ne fabriquions pas cet engin, nous tentions de comprendre comment il était fait. Nous tentions de le reproduire. La première fois que je suis allé voir à l'intérieur de l'engin, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai éprouvé un sentiment de crainte. Vous marchez là-dedans et vous vous sentez comme si vous n'aviez pas à être là. Je sais que ça a l'air un peu bateau, mais c'est vraiment un sentiment de crainte. Ce n'est pas une sensation excitante. Ça soulève tout un tas de questions dans votre esprit. Je n'ai assisté officiellement qu'une seule fois, à peu de distance, à un vol d'essai. J'étais justement à l'intérieur du hangar. L'engin quitta le sol pratiquement sans aucun bruit, à l'exception d'une petite effluve électrique au bas de l'engin, indiquant la présence de haute tension. Cela se dissipa à une hauteur d'environ 9 mètres. Et c'est resté là complètement silencieux, et ça se déplaçait à gauche, à droite, et revenait à terre. Voilà quel était le test. C'était vraiment un exploit scientifique que de faire s'élever quelque chose en silence, de l'avoir sous contrôle et de réaliser des manœuvres comme ça. Quand je suis sorti de l'appareil, la coque avait à nouveau l'aspect d'un simple morceau de métal. Il y avait 3 sièges, 3 amplificateurs, disons que c'était les commandes, mais il n'y avait aucun bouton, il n'y avait strictement rien. Et pour ajouter à tout cela, je n'ai vu aucune installation électrique. Les sièges n'étaient pas très grands, ils étaient 2 ou 3 fois plus petits qu'un siège normal. Marcher dans cet appareil me procurait une sensation désagréable. J'avais l'impression de ne pas être à ma place. En même temps, c'était très excitant, je ne peux pas dire le contraire. Mais j'ai vraiment eu l'impression d'être plongé dans une autre dimension. L'appareil était posé sur le fond de l'ancien lac. Il a décollé sans faire de bruit. Il est resté en suspens dans les airs, puis il est redescendu se poser au sol tout en douceur. C'était vraiment impressionnant. C'est comme si vous voyiez une maison se détacher du sol sans faire aucun bruit. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance nécessaire pour effectuer un décollage sans produire aucun son.
Alors Robert, comme je l'ai dit précédemment, il a souvent été décrit comme étant un imposteur. Il prétend avoir étudié au MIT, d'où il serait sorti diplômé. Sauf que l'Institut démentira plus tard en disant qu'il n'y a aucune trace de lui dans les fichiers. Il aura également travaillé au laboratoire national de Los Alamos. Alors est-ce que Bob est un menteur ou bien est-ce qu'on a essayé de le faire taire? Eh bien j'ai fait quelques petites recherches et vous allez être surpris. Déjà il y a bien un certain Bob Lazar qui apparaîtrait dans les archives de Los Alamos. Encore plus frappant, récemment un enquêteur du nom de Jeremy Corbell dit avoir retrouvé un témoin, le docteur Robert Krangel. Krangel était un physicien qui travaillait à l'époque à Los Alamos. Et devinez quoi, il se souvient très bien de Robert Lazar. Corbell, l'enquêteur donc, a donc tenté le tout pour le tout et il a contacté le docteur Krangel. Il y allait directement au culot et il s'est dit bon, j'ai rien à perdre. Il lui a demandé de confirmer que Robert Lazar avait bel et bien travaillé à Los Alamos. Bon, il s'attendait pas à grand chose, puisque jusqu'à présent tout le monde niait son existence. Mais contre toute attente, le docteur Krangel accepta. Et voici ce qu'il dira pendant l'interview. C'était un physicien comme moi, ça se voyait tout de suite à toute la rangée de stylos de couleur qui dépassait de sa chemise. L'enquêteur lui demande alors pourquoi est-ce que ses collègues, pourquoi est-ce que ses patrons, pourquoi est-ce que tout le monde nie son existence. Krangel explique alors que c'est tout à fait normal. Pour tous ses collègues et ses anciennes connaissances, en gros, il est considéré comme un traître. Pour eux, en gros, ces informations sont capitales, dangereuses, elles ne doivent pas être dévoilées au grand public. Et là, il se passe deux choses. Premièrement, on comprend que ce Robert Lazar, il a bel et bien travaillé sur la zone 51 et aux alentours. Deuxièmement, tout ce qu'on vient de voir précédemment sur les soucoupes volantes, c'est potentiellement pas du pipeau. Et pour appuyer encore plus son témoignage, j'ai également retrouvé le témoignage d'un homme qui a travaillé à la NASA de 1974 à 1977. Il a lui aussi décidé de faire des recherches sur Bob, et il est allé très très loin. Plusieurs personnes ont commencé à examiner son passé. Avait-il vraiment travaillé dans la zone 51 ? Et possédait-il réellement les qualifications requises ? J'ai effectué pas mal de recherches sur Bob Lazar. Je l'ai rencontré. J'ai obtenu une copie de son formulaire W2. C'est un document du service fiscal relatif au bulletin de salaire. Son formulaire mentionnait qu'il avait travaillé pour le bureau de l'intelligence navale. J'ai effectué des recherches très approfondies et très sérieuses sur ce document. Et puis aussi sur les affirmations de Bob Lazar. J'ai contacté le bureau de l'intelligence navale pour qu'il me confirme que ce formulaire émanait de leur service. Puis je me suis renseigné auprès du service fiscal. Ils m'ont affirmé que ce n'était pas un faux et qu'il s'agissait bien, selon leurs propres termes, d'un document authentique. Le document comportait toute une série de chiffres et de numéros. En orientant mes recherches sur ces numéros, j'ai découvert qu'ils étaient hautement confidentiels. Le service fiscal n'a pu obtenir aucune information lorsqu'il a tenté de remonter aux véritables employeurs. De plus, avec le service de sécurité sociale, nous avons découvert que les dossiers concernant Bob Lazar s'étaient volatilisés. Il n'y avait absolument rien sur lui. La seule chose dont nous disposions était le formulaire où il figurait clairement que les cotisations pour la sécurité sociale avaient été prélevées. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas mis en tôle, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas tué? Si les informations que Robert était si sensible que ça, il aurait été assez facile de le zigouiller très rapidement. Mais vous savez, peut-être qu'il y a eu une espèce de zone de plateau, peut-être qu'il y a eu 24 heures, 48 heures, et que pendant ce laps de temps, Robert a réussi à dévoiler suffisamment d'informations autour de lui pour, entre guillemets, se protéger. Et là, il était un petit peu trop tard, à moins de tuer toute sa famille, c'était compliqué. Bref, ça aurait pu tout compromettre. Moi, je pense qu'ils ont choisi plutôt de l'ignorer et de nier son existence, comme ils l'ont fait. Le problème de faire ça, c'est qu'à partir du moment où vous niez l'existence, vous ne pouvez plus jamais donner de crédit à la personne. Sinon, ça veut tout simplement dire que vous avez menti. Alors pour terminer, il y a quand même une question que moi je me pose. Je sais pas si ça vous a traversé l'esprit, mais qu'est-ce qu'on vient d'apprendre dans cette vidéo? Que des extraterrestres sont potentiellement venus sur Terre. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont laissé leur soucoupe? Alors c'est quoi l'histoire? Les mecs, ils ont eu une panne, ils ont appelé un Uber et ils sont repartis chez eux? Ah, j'y crois pas trop. Même si on imagine qu'ils se sont peut-être fait descendre par l'armée, pour moi ça signifie deux choses. Petit 1, soit ils sont morts. Pourquoi? Difficile à dire. L'atmosphère, l'armée, qui sait? Petit 2, en fait ils sont jamais repartis. Et ils sont toujours là. Et il vient alors une question essentielle à se poser. Combien est-ce qu'ils sont?